Chers amis, on est en retard, donc c'est acquis et validé, donc on est en retard. Voilà. Donc je tiens à remercier le public de venir toujours aussi nombreux à cette commission nutrition. Je voudrais remercier Véronique Vitton, qui nous a rejoints au sein du CREG, qui remplit les fonctions de procto, de fonctionnel, de quoi d'autre encore. On va trouver plein d'autres expertises pour l'année prochaine. De nutrition, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je remercierai aussi les orateurs, qui j'espère sont tous là, que je vous présenterai en temps et en heure. Je tiens à remercier Géry Pichot, qui j'espère est dans la salle, voilà, pour de multiples raisons. D'abord parce qu'il me seconde très avantageusement dans cette commission de nutrition qui sinon serait très solitaire. Et je le remercie pour cette organisation du CREG et des forums qui est remarquable à chaque année. Pour finir, je veux remercier le laboratoire et la société Pilège qui me soutient dans cette commission nutrition. Après ces remerciements, maintenant ça va être la douche froide. Désolé. Fini l'abondance, parce que les sujets abordés m'ont poussé à réfléchir. Ce n'est pas un AVC, Véronique, ça m'arrive. Et donc fini la bamboche. L'ère de la sobriété est arrivée, reprendre le contrôle de notre assiette, moins mal manger. Quel programme, vous me direz, qui est gêné et amputé par différentes situations que sont la surpopulation, 10 milliards d'humains à l'horizon 2080, le stress hydrique avec une diminution des terres agricoles, des pâturages, donc diminution du bétail, le CO2, la pollution, les engrais, herbicides, insecticides, perturbateurs hormonaux nécessaires pour optimiser la production agricole sur des terres diminuant en surface, les craintes alimentaires après la vache folle, la grippe aviaire, les intoxications alimentaires industrielles récentes, les allergies alimentaires, les intolérances alimentaires vraies ou fictives, et pour finir et non des moindres, la crise économique, manger moins cher. Donc ce cocktail est véritablement explosif et aboutit à des régimes multiples aussi célèbres qu'inefficaces, à des contraintes alimentaires et interdits absolument injustifiés, à des diètes végétariennes, véganes, crudivores, des jeûnes non contrôlés, les FODMAP qui sont difficiles à gérer, la consommation excessive de junk food et des aliments industriels, et tout cela a des conséquences catastrophiques. D'une part, une obésité épidémique et d'autre part, des carences, en particulier protéiques, que nous aborderons lors de l'un des sujets aujourd'hui. En définitive, donc, il semblerait que la survie de l'humanité soit autant liée au nombre qu'à notre mode de vie. Notre rôle d'hépato-gastro-entérologue, notre devoir même, est de conseiller, d'orienter, de corriger, afin d'éviter la malnutrition et pire encore la dénutrition et son cortège de comorbidités. À ce titre, nous aborderons cette année 3 sujets d'actualité. La chrononutrition, avec le père de cette forme de nutrition, le docteur Delabos. Je lui poserai la question « mythe ou réalité ?» à lui de nous convaincre. La micronutrition, trop souvent ignorée par nous, confrères gastro-entérologues, par le docteur Didier Chose, qui est le président de la Société nationale de micronutrition. Et pour finir, un sujet que nous attendons tous, la nutrition du futur par les insectes, par M. Jean-Baptiste de Panafieux. Merci pour votre attention. Je laisse la parole au docteur Delabos. Bien. Après tout un tas de mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles. Ne croyez pas que tout est fichu, loin de là. Et je comprends tout à fait ce que vient de dire mon confrère, c'est tout à fait normal. Ce qu'il a dit est malheureusement parfaitement exact. Mais ce qui est inexact, c'est qu'on ne peut rien. Et heureusement, on peut même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire une nutrition tout à fait correcte et manger normalement, au lieu d'arrêter, comme il l'a très bien décrit, de faire n'importe quoi avec n'importe quel aliment, et bien sûr des échecs retentissants et des obésités galopantes. La chrononutrition est très simple. Elle est issue
directement de la chronobiologie nutritionnelle humaine. Alors, on va passer au suivant. Voilà, voilà le sommaire. Alors, le sommaire a l'air très abondant, mais rassurez-vous, je n'ai droit qu'à une demi-heure, questions comprises, donc je vais faire attention à ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. La définition de la chrononutrition est simple. On doit manger, en suivant le rythme de notre appétit, le bon aliment au bon moment, et pour cela apprendre à respecter le rythme incontournable de la chronobiologie humaine nutritionnelle. Comment on mange? C'est relativement simple. Dans l'heure du lever, vous mangez une importante part, nous mangeons, puisque je mange bien entendu chrono depuis 30 ans. Alors, mon expérience n'est pas d'hier. J'ai eu l'impression tout à l'heure que j'étais le promoteur d'une nouvelle alimentation. Cela fait 30 ans que je mange comme ça et que j'ai appris à d'autres personnes à manger comme moi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous? Tout simplement parce que la chrononutrition a bouleversé ma vie. J'ai pris 40 kilos après avoir arrêté de fumer. J'étais gériatre, je le suis toujours d'ailleurs dans ma tête et dans mon cœur, mais je suis surtout chrononutritionniste et j'ai suivi d'abord le régime d'un de mes confrères dont je tairai le nom par charité chrétienne, et au bout de quelques jours, mon épouse m'a dit « Écoute, ou tu remanges ou je divorce ». J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que de trouver ce qu'il fallait faire, et elle m'a dit « Mais écoute, dans ton service de gériatrie, les gens arrivent à moitié morts. Au bout de 8 jours, quand je viens rendre des visites, ils me disent « Bonjour Madame Delabeau ». Alors là, je me dis « Mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu fais pour les autres ?» J'ai compris ce jour-là qu'il fallait toujours écouter sa femme et qu'il fallait surtout être logique et ne pas essayer de chercher un système, mais de comprendre comment fonctionne le système humain. C'est ça. J'ai choisi l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Au lieu d'inventer quelque chose, je me suis humblement penché sur tout ce qui avait été dit par des professeurs éminents, dont Renberg, d'ailleurs, plusieurs, énormément de gens s'étaient penchés sur la chronobiologie humaine sans jamais avoir fait le point entre la chronobiologie et l'utilisation de celle-ci. Elle est pourtant très simple. Le matin, dans l'heure du lever, d'abord les gras saturés et des protéines animales facilement assimilables, accompagnées de protéines et de sucres lents végétaux. Bon. Ça veut simplement dire qu'on doit manger les gras saturés le matin parce que c'est là que l'organisme en a absolument besoin pour ensuite les transformer en gras polyinsaturés et créer ainsi la paroi des cellules dans la réparation nocturne de l'être humain et, bien entendu, aussi sa croissance. En milieu d'activité, une majorité de protéines et de gras animaux, accompagnés de protéines et de sucres lents végétaux. C'est le midi que le corps, que l'organisme va accepter le mieux les protéines, et plus les protéines seront lourdes, plus elles seront abondantes, mieux on se portera, et mieux on pourra réparer et créer l'intérieur des cellules que les gras polyinsaturés ont commencé à créer au point de vue de leur revêtement. Enfin, l'activité des protéines animales et végétales d'absorption rapide, accompagnées de sucre et de dérivés sucrés d'absorption rapide. Et avant le coucher, des protéines animales d'absorption rapide, excusez-moi, accompagnées de végétaux pauvres en protéines et le moins sucrés possible. Alors, bon, voilà, le programme d'application, en fait, il est relativement simple, il est même très simple. Les gras saturés, ce sont essentiellement le fromage. Le fromage est le meilleur de tous les aliments pour le matin. Mais attention, il est le pire le soir, et il n'est pas recommandé le midi. Pourquoi ? Parce que si vous mangez des gras saturés dans l'heure qui suit le lever, vous empêchez la coenzyme réductase d'agir et vous l'empêchez de fabriquer in situ les gras polyinsaturés au lieu de les avoir apportés par l'extérieur. Vous avez donc des... Alors, l'explication, si vous voulez bien suivre ça, c'est facile. Si vous mangez sucré le matin, vous aurez faim au milieu de matinée. Si vous mangez gras, vous n'aurez pas faim pendant au moins 4 à 5 heures. C'est simple. C'est-à-dire utiliser justement ce dont le corps a absolument besoin au lieu de lui flanquer n'importe quoi, dans n'importe quel ordre et de façon très compliquée. Quand on mange chrono, on n'a jamais faim dans la matinée, à condition de manger autant qu'il le faudra pour tenir le coup pendant au moins 5 à 7 heures. 7 heures, c'est ce que je fais régulièrement, 6 heures du matin, 13 heures ou 14 heures. Et c'est la portion de gras saturé avec le sucre lent qui est le pain, tout simplement. Idéalement, de la baguette tradition, c'est le meilleur de tous les pains, c'est celui qu'on n'a pas encore trafiqué industriellement. Enfin, pas toujours. Je ne vous conseille pas d'acheter du pain de la baguette tradition en grande surface, ce n'est pas forcément le meilleur.
Il a écrit dessus, le pain ancien, mais en fait, c'en est pas. Le beurre ou l'huile d'olive. Alors, le beurre, c'est si vous n'avez pas de problème de cholestérol. L'huile d'olive, c'est si vous avez besoin justement de gras polyinsaturés, saturés, monoinsaturés pour accompagner les gras saturés du fromage. Et puis, vous accompagnez bien sûr avec une boisson non sucrée, du thé, du café, des infusions, tout ce que vous voudrez, mais surtout, par pitié, pas de sucre rapide. Vous casseriez complètement l'assimilation des gras saturés. Tout sucre rapide induit à la fin d'un repas dans la semaine bloque la métabolisation du gras saturé le matin et des protéines le midi. Alors vous allez me dire, le soir, vous faites quoi? Mais le soir, c'est beaucoup moins gênant, vous allez le voir après. Au déjeuner, des protéines d'origine animale, la viande, dans tous les cas, les œufs, si on n'a pas d'hypercholestérolémie génétique, auquel cas l'œuf, on en prendra avec prudence le matin au petit déjeuner, mais on s'abstiendra d'en manger après. Des féculents, alors les féculents les plus connus, les petits pois, les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, bien sûr, les fèves, bien entendu, les flageolets, les haricots secs, auxquels j'ai ajouté charitablement, pour ceux qui n'aiment pas les féculents, les pommes de terre, y compris les frites. De façon à ce que vous compreniez bien les uns et les autres, les unes et les autres, que l'acronutrition n'est pas un régime, mais une manière la plus agréable possible de manger et de se nourrir. Au goûter, en fin de journée, j'ai gardé le mot goûter parce que c'est un mot rituel, c'est « ah, mon goûter ». Alors, attention, il n'y a pas d'heure du goûter, il y a le moment où vous avez faim. Ça n'a rien à voir. C'est pas mon 4 heures, c'est pas mon 5 heures, c'est j'ai faim, je goûte, je n'ai pas faim, je ne goûte pas. Si j'ai faim trop tôt, c'est que je n'ai pas assez mangé de viande le midi. Je peux manger tous les gras saturés, je peux manger tous les féculents que je veux, tous les sucres lents que je veux. J'aurai de toute façon faim dans les 3 heures à 3 heures et demie après. Pourquoi? Parce que leur élimination est au maximum 3 heures et demie, alors que la saturation de la viande arrive au bout de arrive au bout de 4 à 5 heures, voire même 6 heures. Ça dépend de la qualité de la viande, ça dépend de la quantité qu'on aura mangé. Je vous rassure, la viande, c'est pas le soir. Il n'y en a que le matin, et que le midi, et le fromage, c'est que le matin. Au goûter, alors, une barre de protéines, en essayant de trouver une barre de protéines, et non pas les barres soi-disant hyperprotéinées qui sont des féculents, et qui contiennent malheureusement, dans la plupart des cas, plus de 50% de sucre, ce qui est une véritable folie. Il ne faut surtout pas manger ces barres-là. Vous avez des barres de protéines, vous les trouverez dans le commerce, ils sont plus difficiles à trouver et un peu plus chers, mais quand même beaucoup moins dangereuses et en revanche même très utiles pour compléter une alimentation. On peut, si la faim est toujours présente, ajouter un gras végétal, un avocat ou des olives, ou un élément sucré, un fruit, un jus de fruits, et du miel et de la confiture sur l'avocat. Si vous n'avez jamais essayé, faites-le, vous verrez que franchement, c'est délicieux. Mais attention, vous ne pourrez pas le faire, bien entendu, s'il y a un diabète. Il faut tenir compte des troubles métaboliques, j'en parlerai tout de suite, après. Au dîner, essentiellement du poisson ou des fruits de mer, ou de la viande blanche, auquel on va ajouter des légumes. La viande blanche sera en petite quantité. Je recommande donc qu'on ne mange de viande blanche le soir que si on n'a pas très faim. Sachant que si on n'a pas faim du tout, on peut très bien ne pas dîner. Que si on a très faim, on peut dîner abondamment, à condition que ce soit du poisson ou des fruits de mer. Mais surtout pas de viande rouge le soir, ni de charcuterie, ni d'abord, bien entendu, et surtout pas d'œufs non plus. Alors, le programme quotidien, répartition quantitative et qualitative, ça, c'est comment on procède pour apprendre aux gens à manger correctement. Il faut des paramètres très précis. Le poids, la hauteur à 20 ans quand il s'agit d'un adulte, la largeur du poignet, le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, et puis bien sûr un bilan biologique pour connaître les particularités métaboliques. Et puis on termine les paramètres par l'activité quotidienne. L'âge n'a rien à voir. Bienvenue à tous ceux qui, comme moi, ont 80 ans ou plus. On mange exactement comme quand on a 20 ans. Le tout étant de savoir quelle est votre activité. Si vous avez une activité importante, vous devez manger comme quelqu'un de 20 ans. Si vous continuez comme moi à faire du sport intense à 80 ans, oui, il faut à ce moment-là augmenter la nourriture et l'enrichir en fromage et en viande et surtout pas dans d'autres aliments. Il y a bien sûr des variations horaires. Alors le secret de la chrononutrition en ce qui concerne l'adaptation, c'est simple.
ça n'est pas le chrononutritionniste qui décide des heures, c'est le patient qui va donner, ou la patiente qui va donner ses horaires de travail, d'activité et de sommeil, et c'est en fonction de ces horaires d'activité et de sommeil qu'on va gérer la chrononutrition qui s'adapte parfaitement. On ne mange donc pas le matin, mais au lever. On ne mange pas forcément le midi, mais au bout de 4 à 6 heures après le petit déjeuner. On ne mange pas le soir, mais on peut très bien manger. Mais on peut manger aussi bien en fin de nuit, quand il s'agit d'horaires de nuit, sachant que l'erreur consistant chez les travailleurs de nuit ou travailleuses de nuit à manger le pain beurre fromage avant d'aller se coucher à 6 heures du matin est la pire chose qu'on puisse créer. L'erreur consistant à croire que ce sont les heures qui vous gèrent alors que c'est votre taux d'activité, votre temps d'activité et votre temps de repos qui doit vous guider, qui doit vous gérer, qui doit gérer exactement la chrononutrition. Les modifications thérapeutiques, ben oui, et bien entendu, moi j'ai une hypercholestérolémie génétique, il est évident que si je mange du chocolat, ça va très très mal se passer au niveau de mon cholestérol. Donc j'ai un régime hypercholestérolémiant, d'hypercholestérolémie génétique. Alors, en revanche, et la bonne nouvelle, c'est que toute hypercholestérolémie fonctionnelle, celle dont vous êtes responsable parce que vous avez fait des blagues, elle va disparaître complètement dès que vous allez manger chrono, et si vous mangez chrono régulièrement, et si vous obéissez aux règles. Attention, mesdames, le petit quelque chose qu'on ajoute à la fin du repas, c'est pas une bonne idée. Je dis mesdames parce que c'est très très souvent les dames qui font ça, plus que les hommes. Et puis les variations géographiques. Il est évident qu'on ne va pas manger au Mali, comme on va manger en Asie, comme on va manger en Europe, qu'on va manger partout. Bon, les Européens mangent tous à peu près pareil. Et même, par exemple, je reviens de Tunisie, où j'ai fait une conférence à Hammamet. Oui, il faisait très beau. Eh bien, j'ai eu une nourriture qui était une nourriture marocaine, mais très agréable, et dans laquelle il y avait suffisamment de protéines pour très bien nourrir le midi, suffisamment de fromage. Alors le fromage le matin, ça, j'ai pas pu. Il est franchement dégueulasse. En revanche, l'omelette du matin avec des petits légumes, ça, c'était extraordinaire. Alors, je vais vous montrer deux petites... Oui, j'ai presque terminé. Je vais vous montrer deux... Tiens, comment ça se fait qu'il ne marche plus? Ah, le voilà. Modifications physiologiques liées à des facteurs externes. Oui, j'ai eu qu'un quart d'heure pour l'instant. Troubles métaboliques, modifications liées à des facteurs externes, ben, c'est la croissance, la grossesse, le sport, la sénescence, les interventions chirurgicales. En post-opératoire, la chrono est remarquablement efficace et elle active la cicatrisation. Les troubles métaboliques liés à des facteurs externes ou internes, cholestérol, diabète, maladie cœliaque, rhumatisme, polyarthrose, périarthrite, etc., etc. Et puis les troubles liés à la stéatose. On a beaucoup parlé de la stéatose déjà ici, vous en reparlerez. Le foie, les voies respiratoires, les poumons, les intestins, le cœur, la circulation sanguine. Sachez que les asthmes non étiquetés, parce qu'on n'a pas trouvé pourquoi, qu'on appelle asthme africoré, sont tout simplement liés à une stéatose pulmonaire. Alors, voilà un exemple, par exemple, avant. C'est un type qui m'a écrit cette semaine. C'était amusant. J'ai dit, oh, il faut absolument qu'on la mette dans le programme. Alors, c'est avant, après. Mais ce qui est amusant, alors, voilà comment il est maintenant. Et il me dit dans la lettre qu'il m'a écrite, je ne vous la lis pas, mais il m'a dit, je n'ai jamais fait de sport. Alors, si vous revenez en arrière, ben vous vous apercevez qu'en effet, il n'a jamais fait de sport, quand vous voyez les photos. Et puis, il y a un autre, le dernier pour la route, de façon à ce que je respecte mon horaire. Voilà Caroline avant et voilà Caroline après. Il y a 52 kilos d'écart. J'en terminerai par là, parce que je trouve que c'est encore ça qui prouve que la chrono, ça marche très très bien. Avantage, la photo, j'ai une photo que je n'ai pas à mon nez ici, c'est la photo d'Evelyne. Elle pesait 149 kg 500, elle en pèse maintenant 63, elle avait 49 ans, elle en a 68. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Delabosse. Il y aura des questions. Juste une réflexion d'abord. J'avais tendance à dire que si c'était vraiment compliqué de s'alimenter, l'espèce humaine aurait disparu de la surface de la Terre depuis bien longtemps. Et je constate que je dois revenir sur cette réflexion parce que je constate qu'à titre collectif, on doit revoir notre alimentation et manger moins de viande. Or, nous sommes des carnivores à la base, accessoirement aussi des omnivores, mais nous sommes des carnivores au départ et on doit diminuer notre consommation de viande à titre collectif. Et à titre individuel, ça devient très compliqué de s'alimenter. À vous entendre,
Il y a ça, il y a les FODMAP pour tous les côlons irritables. Il y a... Donc, est-ce difficile à vivre, ça? Je conçois que ce soit bénéfique et ça donne des bons résultats, mais au quotidien, je suis sceptique. Alors, vous êtes sceptique. Nous sommes 7 millions à vous répondre que nous ne sommes pas sceptiques parce que ça fait d'abord, moi personnellement, 30 ans que je fais l'acronutrition. D'autre part, vous avez dit qu'il fallait absolument diminuer la viande. Oui, mais vous allez diminuer votre taux de sérotonine, vous allez diminuer votre taux de tryptophane, ce qui va faire diminuer votre taux de sérotonine et vous risquez de devenir idiot. Ben oui, on ne peut pas se permettre, étant des animaux, nous sommes des animaux carnivores et omnivores. Il est tout à fait normal d'être omnivore et d'ajouter à la nutrition carnivore, c'est-à-dire le fromage et la viande, des éléments nutritionnels qui vont être utiles non pas quantitativement, mais qualitativement. Mais si nous ne sommes plus suffisamment gérés, et c'est une des raisons d'aggravation de l'Alzheimer. Alors moi je suis désolé, mais je n'ai pas envie d'avoir un Alzheimer, j'en ai 80, ça va, je reste dans le coup. Il y a une question du docteur Vicari devant vous. Oui, je vous en prie, je vous écoute. Je voudrais déjà vous remercier pour l'hommage rendu à mon ami Gérard Debry dans le papier que vous m'avez envoyé. J'ai travaillé avec lui pendant des années. Autrement, je voudrais faire une réflexion, vous donner un exemple. J'ai des grands-parents d'origine italienne, des forces de la nature, des paysans. Et quel était le régime? Un café au lait le matin, pas tout riz à midi, des légumes, etc. Pas de goûter. Et le soir, le minestrone. Eh bien, jusqu'à 80, 90 ans, même ma grand-mère, c'était des forces de la nature. Et tous les paysans du coin faisaient la même chose. La viande, uniquement le dimanche. Et les restes, le lundi. Et le vendredi, le poisson, souvent de la morue. Et l'été, quand les jeunes allaient à la pêche, il y avait quelques poissons, voilà. Donc on est loin de cette consommation de viande que vous préconisez. Comme l'a dit notre ami tout à l'heure, il faut réduire énormément la quantité de viande et substituer par des légumes, d'autres choses. Et puis il y a deux mots que vous n'avez pas prononcés, c'est le chocolat noir, qui a de grandes vertus également, et d'autre part le régime méditerranéen. Et quand on s'intéresse aux lieux où ont vécu des centenaires, on voit qu'en Sardaigne, en Grèce, le régime méditerranéen est présent, puis le vivre ensemble également qui compte. Au Japon, je ne connais pas leur régime, au Costa Rica non plus. Voilà. Alors, Fernand, je connais ton enthousiasme, je t'interromps parce que sinon on va être très en retard. Alors, je vais quand même répondre parce que c'est très important. Si je mange du chocolat, je suis mort. Parce que le chocolat est totalement interdit quand on a une hypercholestérolémie génétique. J'en ai fait l'expérience une fois, mais pas deux. Ah bah oui, mais attendez, je ne suis pas tout seul. Hein. Des hypercholestérolémies génétiques, j'en rencontre quand même au moins 4 ou 5 par semaine. Bon, évidemment, je vois 70 ou 80 personnes par semaine. Mais par semaine, autrefois c'était plus rapide. Je suis devenu raisonnable. D'autre part, vous posez deux choses. Un, une vie aux Indes n'a rien à voir avec une vie en Europe. Une vie, il faut savoir, j'ai dit d'ailleurs, et vous l'avez entendu, que l'acronutrition devait s'adapter géographiquement aux populations. Il est évident que je ne vais pas faire manger du bœuf à un Indien, ou je vais lui en faire manger une fois par semaine, vous avez raison, mais vous avez, et vous le disiez, des habitudes ancestrales qui sont extrêmement intéressantes et importantes, mais qui dépendent de chaque pays. Vous parlez du régime méditerranéen. Alors, vous n'avez pas parlé du régime crétois. C'est le régime le mieux de tous, évidemment. Sauf que j'ai découvert, grâce à un client qui avait fait un séjour en Crète et qui avait une hypercholestérolémie, qui m'a dit, docteur, je reviens de Crète, j'y suis resté 1 an et demi au lieu d'1 mois parce qu'avec la Covid, je ne pouvais pas repartir. J'ai mangé crétois pendant 1 an et demi. Regardez mon cholestérol. Et son cholestérol était monstrueux. Conclusion, ce n'est pas la Crète, ce n'est pas le pays qui fait qu'on n'a pas de cholestérol en Crète, c'est que les Crétois ont une génétique extraordinaire, à l'inverse de la mienne, hélas, vous savez, c'est comme un cassable, moi je casse et les Crétois ne cassent pas, ils ont une puissance génétique formidable de résistance au cholestérol. C'est tout, c'est pas moi qui je l'ai vu, je l'ai constaté, c'est tout. Merci, monsieur Delaboche, je pense que la discussion est ouverte après avec... Je vais laisser la parole au docteur Chausse, pardon. Chausse, excuse-moi. Qui va nous parler de micronutrition, domaine ô combien mystérieux pour nous gastro-entérologues, ce que je regrette d'ailleurs.
car cela devrait faire partie de nos conseils nutritionnels lors de nos consultations. Tout d'abord, merci à vous tous, à l'organisation du CREG, avec qui déjà depuis quelques années je collabore, pour vous présenter en 20 minutes, je pense, la micronutrition en tant que nouvelle approche de la nutrition médicalisée. Alors, si on veut commencer par savoir d'où vient la micronutrition, on va dire que c'est l'alignement de deux planètes. La première planète, ça serait l'inspiration d'un médecin qui s'appelle le docteur Christian Leclerc et qui, le premier, a pensé intéressant de moduler l'écosystème intestinal, en particulier le microbiote, pour améliorer l'assimilation des nutriments et des micronutriments. Ça, c'est la première planète. Et la deuxième, ça a été de s'inspirer des travaux qui commençaient fin des années 80 à démontrer le statut micronutritionnel de la population avec les études SVITAF, Val-de-Marne, et la rencontre avec un professeur de pharmacologie qui s'appelle Dr Pierre Moreau et qui avait écrit ce premier livre qui s'appelle « La micronutrition clinique en biologie et en pratique clinique ». C'était un premier bouquin qui traitait des propriétés fonctionnelles de toutes les familles de micronutriments. À partir de cette science-là, des revues biblio ont permis de se rendre compte que la partie non énergétique de l'assiette était extrêmement intéressante à prendre en compte, et nous avons pu organiser toute une formation maintenant de ce qu'on appelle la micronutrition. On a fondé cet Institut européen de diététique et de micronutrition dont j'assure encore la présidence, c'était en 1997, et puis un certain nombre de diplômes universitaires se sont organisés autour de ce concept de micronutrition. Alors, les grands principes, la vision de l'alimentation, de l'aliment en nutrition conventionnelle est un petit peu orientée autour des travaux qui ont été faits initialement, qui était la partie énergétique. Et on s'est rendu compte que l'aliment était pas simplement une source d'énergie, mais c'était une véritable poupée russe, puisque dans l'aliment, on pouvait retrouver des nutriments qui pouvaient avoir des effets de cofacteurs enzymatiques de nombreux métabolismes, de signal très importants, et notamment dans les modulateurs des mécanismes épigénétiques, et puis pouvaient effectivement intervenir dans toute la fonctionnalité du cerveau, de l'intestin et de toutes les grandes fonctions, tout en pouvant chez certaines personnes vulnérables, devenir un antigène perturbateur et créer des problèmes d'hypersensibilité au niveau de cette alimentation. Donc, l'aliment en soi n'est ni excellent ni mauvais. Il n'y a pas d'aliment tabou, il n'y a pas d'aliment miraculeux. Il y a des aliments qui sont plus ou moins adaptés à chacun de nous. Donc, à partir de ces éléments-là, notre alimentation, dans la recherche que nous avons faite, influe 5 grandes fonctions qui sont illustrées par ce schéma. Et vous voyez qu'au centre de ce schéma, la fonction digestive est considérée comme une fonction centrale. Ça veut dire que votre profession de gastro-entérologue, vous êtes totalement centré autour de la santé, pas que la santé gastro-intestinale, mais la santé générale de l'individu. Et c'est pas étonnant si les travaux plus récents concernant le microbiome a démontré que l'appareil digestif était vraiment le pilier et un grand pilier de notre santé. Autour de cette interface digestive, on voit la fonction cerveau, la fonction cardio-métabolique et 2 nouvelles fonctions qu'on a identifiées nutritionnellement dépendantes, que sont la protection cellulaire et la communication cellulaire. Vous voyez sur ce schéma que ces 5 grandes fonctions sont totalement liées les unes aux autres. Ça veut dire qu'en micronutrition, on n'a pas une vision catégorielle des nutriments, on a une vision systémique de la fonction des éléments qui composent notre assiette. Je vous montre ce schéma de l'iceberg parce que l'influence de notre assiette sur les grandes fonctions va faire que nous allons développer soit
un bon état de santé, soit la partie émergée, ça veut dire les maladies que l'on peut constater, diagnostiquer, et puis cette partie immergée qui nous a beaucoup intéressés, qui sont les dysfonctions, c'est-à-dire tout ce qui est en amont de la maladie et qui va dysfonctionner. Et dans votre spécialité, une des dysfonctions très importantes que nous allons dépister, c'est les états dysbiotiques. La dysbiose est un état de santé, de dysfonction, comme l'inflammation de bas grade, comme le stress oxydatif, comme les déficits nutritionnels. Eh bien, cet état prédispose à l'émergence des maladies ou au vieillissement mal géré. L'état fonctionnel, il peut être évalué. Nous avons travaillé sur l'élaboration d'un certain nombre de questionnaires fonctionnels qui regroupent les dysfonctions qui sont les témoins des éléments fonctionnels que nous venons de voir. Donc nous avons bâti ces questionnaires à l'Institut européen et puis nous avons complété par des analyses, et un certain nombre de marqueurs biologiques peuvent nous renseigner sur l'état nutritionnel, l'état micronutritionnel, l'état fonctionnel et l'état systémique de notre état de santé. Cette biologie nutritionnelle et fonctionnelle est certainement une biologie d'avenir. Aujourd'hui, elle n'est pas encore développée comme elle le devrait, parce qu'il y a des tas d'états fonctionnels qui peuvent être diagnostiqués chez chacun de nos patients et qui ne le sont pas faits parce que cette biologie n'est pas encore reconnue comme une biologie de prévention, alors que c'est une biologie de prévention individuelle, et qui nous rend de très grands services pour dépister les facteurs de risque individuels de chacun de nos patients. Donc le conseil en micronutrition, différemment de la nutrition conventionnelle qui essaye de faire des recommandations pour la population, nous sommes dans l'individualisation et nous considérons qu'en fonction des vulnérabilités de chacun, il y a des alimentations qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Il est vrai, et je suis assez d'accord avec notre confrère qui a dit que le modèle dans le choix alimentaire, le modèle santé de référence est quand même le modèle d'inspiration méditerranéenne. C'est un fait aujourd'hui. Toutes les études vont dans ce sens. Mais que certaines situations font qu'on va utiliser ce que nous on appelle la chronoalimentation, notamment chez les gens qui ont un stress mal géré, qui ont des problèmes de troubles du sommeil. Nous travaillons sur des modèles d'épargne digestive pour éviter les modèles d'exclusion de type FODMAPs et compagnie. Nous travaillons sur la régulation métabolique, ce que certains appellent le jeûne séquentiel, sur les situations métaboliques. Donc, nous considérons que la micronutrition s'inscrit dans une approche de modification individuelle des habitudes de vie autour des grandes habitudes de vie que sont le changement alimentaire, l'activité physique, la gestion du stress et du sommeil, qui font partie de ce que le médecin n'a pas forcément appris pendant ses études, mais qui complète bien dans une option de médecine beaucoup plus intégrative de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la micronutrition participe à une vision des 4 P, c'est vrai, peut-être 5 P, 6 P dans l'avenir, puisque la médecine basée sur les preuves et qui participe à un parcours de soins, c'est fait. Et puis, je vous disais, 30 ans de micronutrition, et puis depuis 2000, tout change. La médecine change. Pourquoi? Elle devient beaucoup plus personnalisée grâce à la compréhension des polymorphismes génétiques. Elle devient beaucoup plus intégrée aux habitudes de vie grâce à la compréhension des mécanismes épigénétiques. Et puis, elle devient également centrée autour de la santé de nos microbiotes, puisque la découverte des microbiotes nous font comprendre que notre assiette impacte la distribution des espèces bactériennes qui l'habitent et que, bien entendu, la façon dont nous avons consommé notre alimentation pendant des années fait que notre microbiote est totalement impliqué dans notre façon de manger, que pour changer nos habitudes, eh bien, il faut changer également les propriétés de nos microbiotes, et la modulation des microbiotes fait partie des traitements usuels en micronutrition. Donc aujourd'hui, les formations se font au sein de centres de formation aidés aujourd'hui par les DU, je vais passer. Et en pratique, on va dire que la micronutrition complète un petit peu l'approche énergétique de l'alimentation en s'intéressant
à toute la partie non énergétique qui n'amène pas de calories, mais qui amène des propriétés très importantes pour tous les métabolismes de la santé. Elle s'intéresse aux grandes familles de micronutriments, mais aussi à tous les modulateurs de notre microbiote, prébiotiques, probiotiques et aujourd'hui postbiotiques. Donc ces éléments-là, ils manquent dans l'assiette. Pourquoi? Peut-être parce que l'assiette est mal remplie, c'est une des raisons, mais pas que. Si on assimile mal parce que notre écosystème ne travaille pas bien, on a des problèmes. Et si on consomme trop parce que nos prédispositions génétiques, la présence de maladies, la consommation de médicaments, tout ça sont des éléments dépensiers. Donc, si on manque, on va avoir des perturbations de santé en relation, selon le mode fonctionnel, qui vont être dépistés par ces questionnaires. Celui-là, on l'appelle le questionnaire de médecine de santé, qui reprend les 5 grandes fonctions, avec 20 items fonctionnels, qui permet de savoir quels sont les points de vulnérabilité de chacun. On a également construit un questionnaire alimentaire fonctionnel qui reprend les habitudes plus ou moins favorables, moins favorables ou défavorables à la satisfaction de chacune des 5 fonctions. Et puis, on dépiste effectivement les risques que l'on peut avoir, puisqu'on va trouver chez chacun un ou plusieurs de ces différents profils. Le profil digestif qui généralement s'exprime par des dyspepsies, des dyskinésies, des troubles fonctionnels de type syndrome de l'intestin irritable, mais aussi le profil digestif est responsable des infections chroniques, de l'allergie, parfois des fibromyalgies. Donc c'est un profil très important. Le profil des neuromédiateurs, bien sûr, c'est la gestion du stress et du sommeil. Ça va être la cognition, ça va être la mémoire, ça va être les troubles de l'humeur. Le profil métabolique, ça va être tout ce qui contribue au risque de développer un syndrome métabolique, un prédiabète, un diabète, mais aussi toutes les problématiques de surpoids, d'obésité et de risque cardiovasculaire. Enfin, la protection cellulaire, c'est un profil très oxydatif. C'est un profil qui prédispose à un vieillissement rapide et à l'aggravation de toutes les maladies dégénératives. Et enfin, la communication cellulaire, c'est la façon dont nos membranes accueillent les éléments de notre alimentation qui vont faire que nos cellules communiquent bien entre elles, que nos tissus communiquent entre eux et que nos organes communiquent entre eux. Évidemment, il dépend de la fluidité membranaire, il dépend de l'équilibre acido-basique, et là, on peut avoir un certain nombre de signes apparents. Donc, les marqueurs biologiques permettent également d'identifier la perturbation de ces 5 grandes fonctions. Je ne vais pas les développer, mais on a vraiment quelques marqueurs très précis pour pouvoir explorer ces cinq grandes fonctions fragiles. Et à partir de là, le conseil en micronutrition va permettre de proposer des modèles alimentaires personnalisés en fonction de la vulnérabilité de chacun. On va dire que la chronoalimentation est adaptée aux problèmes des profils plus neuromédiateurs. Et puis, dans le cardio-métabolique, par exemple, la régulation métabolique est un bon modèle qui correspond à la perturbation des personnes qui présentent ce syndrome. La correction, elle va se faire de manière individuelle et non pas de manière systématique. C'est-à-dire, si on trouve des dysfonctions avec des troubles fonctionnels ou des troubles biologiques vraiment très précis, on va pouvoir contrôler la fonction digestive par des probiotiques, des cicatrisants de la muqueuse, des prébiotiques. On va pouvoir donner des acides aminés, des cofacteurs du fonctionnement des neurotransmetteurs dans la fonction cerveau. Et puis, tout ce qui est protection cellulaire, c'est antioxydants, anti-inflammatoires d'origine naturelle. La communication, c'est plutôt les acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, et puis c'est aussi les alcalinisants de l'organisme. Et puis au niveau du cardio-métabolique, polyphénol et modulateurs de l'insuline. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà quelques grandes indications. C'est l'accompagnement des pathologies chroniques, c'est-à-dire que toutes les pathologies sont du ressort de la micronutrition. On est passé de la vision nutritionnelle qui s'intéressait plus aux problèmes de surpoids, d'obésité, à une vision plus hippocratique, c'est-à-dire que toute perturbation, notamment chronique de la santé, mérite une approche nutritionnelle et micronutritionnelle, et en particulier les troubles fonctionnels, qui sont parfois ponctuels, relativement anodins, mais qui, lorsqu'ils se chronicisent,
entraîne des situations très très complexes à gérer et que le médecin qui s'intéresse à la micronutrition, auquel le médecin peut apporter des solutions intéressantes. Donc chaque profil, je vous l'ai dit, mérite une fiche que nous proposons à nos patients. Voilà la fiche de l'alimentation santé méditerranéenne qui aujourd'hui est vraiment le modèle de référence pour tout un chacun. La fiche pour les acides gras, la fiche pour également les polyphénols qui sont des sources très intéressantes de modulateurs de la santé. Et puis les autres fiches, comme le modèle d'épargne digestive que nous préconisons quand nous traitons les syndromes de l'intestin irritable chronique. Lorsque vous avez déjà une chronicité, il est intéressant de calmer un petit peu le jeu et sans faire de régime d'exclusion comme il est proposé dans le régime sans gluten ou le régime sans FODMAPs, nous proposons de favoriser certains aliments et d'éviter d'autres pendant un certain temps, pour effectivement permettre à la reconstitution du microbiote de pouvoir ne pas être altéré par des aliments qui sont généralement mal tolérés par les intestins irrités. Donc voilà pour le modèle d'épargne digestive avec une petite communication sur les FODMAPs. La régulation métabolique, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant chez les patients qui sont en syndrome métabolique ou prédiabétique. C'est vraiment un modèle de référence aujourd'hui. Et puis, la chronoalimentation, c'est pour nous, effectivement, le respect de la chronologie des neuromédiateurs avec plutôt la dopamine le matin et le midi, et puis l'arrivée de la sérotonine, puis de la mélatonine à partir de 17 heures, qui sont des neuromédiateurs qui sont complètement rythmés par l'alimentation qui convient pour ce type de perturbation. Le conseil micro-phyto-personnalisé, là aussi, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être très intéressants pour chacune des fonctions, qui peut être plus ou moins associés. Là, je vous mets quelques exemples pour chacune des fonctions. Il faut savoir qu'en micronutrition, nous considérons que les micronutriments doivent être réalisés par des gens, par des laboratoires de grande compétence et qu'on exige des critères de choix tant au niveau de la fabrication, qui sont extrêmement précis. Et par exemple, aujourd'hui que les probiotiques sont particulièrement à la mode et qu'on trouve des probiotiques un petit peu partout, les critères d'exigence de la prescription de probiotiques par un médecin ou par un pharmacien, c'est la capacité d'un laboratoire de vous proposer des éléments qui montrent comment les souches ont été caractérisées, quelles études ont été faites sur chacune des souches. Donc véritablement, la qualité de l'extraction, la qualité de la fabrication et puis évidemment l'évaluation avec les solutions santé qui ne servent pas simplement à pouvoir créer un marché, mais qui vont être évaluées pour pouvoir apporter du bienfait à chacun de nos patients, puisque cette approche-là est une approche totalement individualisée. Donc voilà l'expertise qui est faite par exemple par un laboratoire comme Pilège qui aujourd'hui est un peu le référent de la micronutrition. Il en a été à l'origine. Ce laboratoire qui soutient cette table ronde, c'est vraiment ce qu'on considère être la façon la plus consciencieuse de pouvoir avoir la confiance des professionnels de la santé. Et nous suivons l'actualité de ce groupe avec beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, il participe à l'élaboration d'études et à la création de la première revue des microbiotes depuis 5 ans, qui nous amène des informations sur la connaissance du microbiote qui sont extrêmement précieuses. Donc, en micronutrition, pour être un élément comparatif des produits de santé auxquels nous avons affaire pour traiter nos patients, le médicament est un produit de santé qui va nous aider à traiter des pathologies constituées et à traiter des symptômes très précis. Le micronutriment et la micronutrition ne traitent pas un symptôme, ils traitent une fonction.
Et c'est en traitant une fonction qu'on arrivera à traiter l'état de santé qui est sous-jacent à cette fonction perturbée. Ça, c'est une information très très importante à retenir et j'espère que vous la retiendrez à la suite de cet exposé. Je vous remercie. Docteur Didier Chausse, toutes mes excuses d'avoir estropié votre nom. Une réflexion avant de prendre la question de Thierry. On constate vraiment une médecine intégrative maintenant. Vous avez fait le lien vous-même avec la chrononutrition, avec le microbiote dont on a parlé dans cette commission il y a quelques années de façon assez pionnière, je dois dire. Avec votre micronutrition, on arrive, et c'est ça qui m'inquiète, à une alimentation, à une nutrition sur mesure. Est-ce que ça ne devient pas très compliqué? Et la deuxième chose, la réflexion, ce n'est pas une question là, c'est que j'aime rappeler à tous mes confrères que le pilier de la gastro-entérologie, c'est le tube digestif c'est l'alimentation, et qu'il faudrait vraiment que la nutrition revienne au sein de la gastro-entérologie et pas chez les endocrinologues, car je pense que c'est la base et la raison d'être de notre spécialité. Alors, pour répondre à votre première question, qui est évidemment très pertinente, c'est l'avenir de la médecine que de devenir une médecine personnalisée. C'est déjà ce qui arrive en cancérologie. Vous savez qu'en cancérologie, aujourd'hui, on ne traite pas deux cancers du pancréas de la même manière. On va aller étudier l'ADN de la tumeur et en fonction de l'ADN, on trouvera le protocole. Si les connaissances d'aujourd'hui nous permettent de savoir que nous sommes tous différents, que nous avons des facteurs de risque différents, il est plutôt bénéfique que la médecine devienne de plus en plus personnalisée et évidemment la façon de manger, la façon de faire de l'activité physique. On n'a pas tous besoin d'être des grands sportifs. Il y a des gens qui ne tolèrent pas le sport de haut niveau. Moi, je suis médecin sportif. Je m'occupe beaucoup du suivi nutritionnel, micronutritionnel des sportifs de haut niveau. Je peux vous dire que tout le monde ne peut pas avoir accès à la même quantité, à la même intensité de l'effort sportif. Et tout le monde n'a pas le modèle alimentaire idéal qui serait recommandé pour toute la population, mais on a chacun nos spécificités, c'est une réalité biologique et je pense que la médecine va aller dans ce sens. On a le temps pour une seule question, malheureusement. Docteur Higuero, vous pourrez après consulter le docteur Chausse pour votre question, madame. Dans la présentation, on voit que l'apport des micronutriments se fait éventuellement, si possible, dans l'alimentation, mais j'ai l'impression qu'une consultation de micronutrition, non pas qu'elle se résume, mais elle se finit toujours par beaucoup de pilules à prendre, avec un coût qui limite forcément l'utilisation. Et moi, pour voir des patients qui sont suivis en micronutrition, à un moment donné, ils arrêtent. Non pas parce que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais à cause du coût. Donc, est-ce que ces micronutriments, on ne peut pas les avoir uniquement dans l'alimentation? Est-ce qu'il faut forcément passer par une phase de prise de comprimés avec un prix qui est souvent prohibitif et limitant? Alors, et des analyses qui sont hors de prix. Et des analyses, le bilan au départ qui est assez complet pour pouvoir prescrire et bien conseiller, mais qui est très cher. Alors, la micronutrition, dans son principe, sort un peu de l'idée qu'on va opposer alimentation et complémentation. La base est bien sûr de pouvoir conseiller le patient dans l'alimentation qui lui convient le mieux, donc mieux choisir son alimentation, et complémenter toujours sur mesure, et étant mesuré dans sa complémentation. Donc effectivement, s'il s'agit de faire des bilans pour faire des bilans, s'il s'agit de faire une prescription de compléments pour prescrire des compléments, ça ne tient pas la route. Et dans l'enseignement de la micronutrition, on est très précautionneux là-dessus. Aujourd'hui, cette approche quand même de soucis de santé qui concerne 80 à 85% de la population des gens qui vont voir le médecin généraliste, toutes ces troubles fonctionnels. Aujourd'hui, les médecins généralistes ont des médicaments pour les soigner. Et on sait que les médicaments ne sont pas adaptés à ces troubles fonctionnels. Donc nous avons de nouvelles modalités de traitement. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore prises en compte par
les instances de sécurité sociale et tout. On pense que les assurances santé s'intéressent de plus en plus à ces modalités-là et qu'on va arriver à une prise en charge. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, il faut le faire de manière mesurée et individualisée en fonction des besoins de chacun. C'est une discipline. Merci beaucoup, Dr Schoss. Je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Baptiste de Panafieux, que je viens de rencontrer, en fait. Je vais vous raconter la petite histoire. C'est que le sujet dont il va nous parler m'intéressait énormément et j'ai fouillé sur Internet et trouvé un livre. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ce livre au hasard. Il se trouve que Monsieur de Panafieux en est l'auteur. Le livre est passionnant, je vous le conseille, vous pourrez en parler. Et j'ai contacté Monsieur de Panafieux qui m'a très aimablement répondu et je lui ai proposé de venir nous parler du sujet concernant les protéines des insectes et certainement l'avenir de notre nourriture. Vous avez la parole. Certainement, peut-être. Je regarde, vous avez terminé, ça y est. Bonjour. Prenez des hannetons, pilez-les, jetez-les dans un tamis. Si vous voulez faire un potage maigre, versez de l'eau par-dessus. Si c'est un jour permis, et si vous voulez faire un potage gras, versez du bouillon. Cela a un goût délicieux, apprécié des gourmets. Alors cette recette à base de... Comment ça marche ça? Ça marche bien. Cette recette à base de hannetons était proposée par le sénateur Testelin à la tribune de l'Assemblée le 13 février 1878. Il y avait une pullulation de hannetons et la solution qu'il proposait, c'était « ils mangent nos récoltes, mangeons-les ». C'est une sorte de vengeance qui n'a évidemment pas été suivie des faits. Ce n'était pas le premier à proposer de manger des insectes en France. Ce n'était pas le dernier, mais ça n'a eu strictement aucune conséquence. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que l'insecte a été proposé de façon récréative, totalement anecdotique, sous forme de sucettes aux scorpions ou aux gros insectes, et puis des petits paquets de verres de farine, mais c'était dans des boutiques pour les enfants, pour les touristes, c'était pas du tout sérieux. Il y a 10 ans, les choses changent. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, publie des brochures concernant les insectes comestibles, avec l'idée que cette production d'insectes pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant. La FAO commence à prôner la production d'insectes avec des fins alimentaires pour les populations qui ont l'habitude d'en consommer, mais aussi pour les autres. Alors on peut se poser la question de la raison de cet intérêt soudain pour une consommation d'insectes qui ne serait pas du même ordre que les sucettes que je vous ai montrées jusqu'à présent, bien entendu. En fait, le problème, vous le connaissez, c'est l'élevage. C'est l'élevage, problème écologique, problème de place. Plus de la moitié de l'agriculture dans le monde est consacrée à l'élevage, et notamment à l'élevage des bovins, qui se développe de plus en plus avec l'enrichissement de pays comme la Chine, et qui vont aboutir à une situation où, d'après la FAO, en 2050, la demande en protéines animales, en viande, devrait doubler. Or, si on est déjà avec une agriculture qui consacre la moitié des surfaces, de l'énergie, de l'eau, à la production de viande, on ne voit pas très bien comment on pourrait garder des zones de production de céréales humaines ou de maraîchage, etc. Par ailleurs, on sait qu'il y a aussi des problèmes liés à la qualité de l'élevage industriel,
la qualité de la viande produite dans ces conditions, des problèmes éthiques liés à la façon dont on traite les animaux. On s'oriente plutôt, en tout cas en Europe actuellement, vers une baisse de la consommation de viande, ce qui a été consommé ces dernières années, que vers une augmentation. Il y a tellement de problèmes liés à l'agriculture qu'on ne peut pas vraiment imaginer continuer à une progression de la production de viande dans les conditions actuelles. Bon, il y a aussi alors j'ai entendu les conférences avant, et bon, manifestement, les avis sont partagés sur l'importance et l'intérêt de la consommation de viande, mais beaucoup de nutritionnistes considèrent que nous consommons trop de charcuterie, de viande, et que nous pourrions remplacer ça par d'autres aliments. Malgré tout, avec l'augmentation de la population mondiale, il va se poser un problème de fourniture en protéines animales dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Alors, une des solutions est bien sûr la baisse de la consommation de viande, et une autre solution est de trouver d'autres protéines animales qui pourraient être produites dans de meilleures conditions, à la fois sur le plan du bien-être animal, mais aussi dans les conditions écologiques, avec moins de pollution, avec moins de consommation d'énergie, d'eau, etc., que la production de viande. Et l'une des pistes proposées par la FAO, ça n'est pas la seule, mais l'une des pistes, ce serait les insectes. Alors, pour nous, consommation d'insectes, c'est Koh-Lanta et un truc abominable qu'on n'a vraiment pas envie de manger. Mais bon, ça concerne la population de l'Europe occidentale, enfin de l'Europe en général, et un certain nombre de pays dans le monde, mais entre un quart et un tiers de la population dans le monde consomment des insectes de façon quotidienne. Tous ceux qui ont voyagé en Thaïlande, en Chine, au Laos, ont vu sur les marchés des piles d'insectes. Je vais vous en montrer quelques exemples, mais c'est beaucoup plus généralisé que ça. Là, ce sont des chenilles de Mopane, un papillon africain, et dans les petits restaurants, les gens consomment ces chenilles de façon tout à fait quotidienne, en tout cas quand les chenilles sont présentes dans le milieu naturel. C'est tout à fait... c'est non seulement comestible, c'est très apprécié. Alors ça, c'est en Afrique, où il y a plein de sortes d'insectes qui sont consommés, mais on va aussi trouver ça au Mexique, où les chapulines, les criquets, sont très appréciés. Il y a plusieurs catégories. Les gens en consomment quotidiennement. Ils consomment des quantités d'insectes. Les escamoles, les fourmis, les nymphes de fourmis, non seulement sont consommées, mais sont considérées comme un plat de luxe. Bon, c'est compliqué à aller chercher. Ce sont des fourmis extrêmement agressives si on les embête. Et donc, c'est compliqué d'aller récupérer leurs nymphes. Donc, ça en fait un plat à la fois rare et recherché, bien entendu, et donc très coûteux. En Asie, en Thaïlande, on va trouver des étals comme ceci, avec des quantités d'insectes différents, notamment des petites punaises odorantes, extrêmement appréciées. Et les gens vont, dans certains cas, les choisir comme on choisit des fruits de mer, un par un, à l'odeur, tellement c'est apprécié. Alors ça représente une consommation qui n'est pas une consommation récréative. Ah oui, j'avais un dernier exemple, c'était avec les filatures de soie en Chine. Quand on a récupéré les cocons, on peut récupérer aussi les vers à soie, qui sont tout à fait appréciés. Alors ça, c'est pas une consommation récréative. Alors c'est aussi une consommation récréative. Ça remplace les cacahuètes au moment de l'apéro avec la bière. Ça sert de plat de résistance. À certaines époques de l'année, parce que les insectes ne sont pas trouvés tout le temps. Et le problème principal est plutôt qu'il n'y a pas assez d'insectes sur le marché pour satisfaire tout le monde. Dans certains pays, 90% de la population, au Laos par exemple, consomme des insectes et considère qu'ils ont du mal à en trouver, il n'y en a pas assez qui sont proposés dans le commerce. En Europe, la situation n'est pas la même. On sait bien, l'insecte, depuis le Moyen-Âge, est quelque chose d'assez répugnant.
L'insecte, c'est la vermine, c'est ce qui court entre nos pieds. C'est là, ce sont les animaux qui prolifèrent là où les choses sont sales, sales ou néfastes. Hein. Il y a aussi les poux, les puces, tous les insectes parfaitement détestables, les cafards. On n'a pas du tout envie de manger des insectes dans ces conditions. Et pourtant, les insectes font partie d'une nourriture sur laquelle on peut changer de point de vue. Changer de point de vue, ça veut dire que c'est une nourriture qui ne fait pas l'objet de tabous alimentaires. Il n'y a pas de point de vue religieux sur les insectes, en Europe en tout cas. Et lorsque on sait qu'on peut changer de point de vue sur la nourriture. Par exemple, quand j'étais petit, le poisson se mangeait très cuit, pas bon d'ailleurs. Aujourd'hui, on mange du poisson cru, très volontiers, dans les restaurants japonais, et c'est devenu quelque chose de normal. Et bien l'insecte, c'est les criquets par exemple, on peut changer de point de vue dessus. Prenez des criquets, alors je ne vais pas vous donner la recette du sénateur Testelin, mais la recette que moi j'ai appliquée déjà, on les fait bouillir 1 minute comme des crevettes, on retire les ailes et les grandes pattes qui ne sont pas très agréables à regarder, et on a quelque chose qui ressemble à des crevettes, rouge et vert, c'est plutôt appétissant, et ça a un goût tout à fait agréable. Passer à ça, ça n'est pas un problème majeur. Je sais que je choque la moitié de l'Assemblée, ou à peu près. Chaque fois que j'ai essayé, c'est la moitié des gens qui acceptent d'en manger, d'essayer, et puis l'autre moitié qui refuse obstinément. Par exemple, ma femme a toujours refusé d'en manger, et elle n'est pas citée dans le livre, puisque justement, elle a refusé. Alors, bon, tout ça, c'est un peu anecdotique. Mais au fur et à mesure que la FAO a travaillé là-dessus, en fait, elle travaillait sous l'impulsion d'un entomologiste spécialisé dans les insectes tropicaux et qui s'est intéressé depuis très longtemps à la consommation des insectes, à Arnold van Huys, qui travaille dans l'université de Wageningen aux Pays-Bas, et qui a beaucoup étudié les élevages de criquets. Parce qu'évidemment, l'insecte comestible, ça ne peut pas être l'insecte qu'on trouve dans la nature. On ne sait pas ce qu'a mangé l'insecte en question, et puis on va épuiser les populations naturelles. C'est ce qui se produit d'ailleurs en Chine pour un certain nombre de populations d'insectes. Si on compte sur la nature, on épuise le milieu exactement comme on le fait avec les poissons en mer. Donc il faut passer à l'élevage. Et cet entomologiste a fait des quantités d'expériences, d'expérimentations sur les élevages d'insectes et s'est rendu compte que les insectes présentaient des avantages considérables. Par exemple, sur le plan de la nourriture qu'on peut leur donner. Il n'est pas question de leur donner de la nourriture qu'on pourrait manger nous-mêmes, ce ne serait pas très intéressant. Donc, on a essayé de voir comment les insectes réagissaient avec des sous-produits de l'agriculture, des produits qui ne sont pas utilisés du tout, avec des restes de maïs, des restes de noix de coco, enfin toutes sortes de choses. Et un certain nombre d'insectes peuvent se nourrir à partir d'aliments d'éléments qui sont pour eux des aliments et pour nous juste des déchets, en fait. Il y a d'autres aspects écologiques, comme la consommation d'eau, bien inférieure à celle de l'élevage traditionnel, l'émission de gaz à effet de serre, beaucoup moins importante qu'avec les célèbres paies des vaches ou les cochons, l'obtention de déchets, évidemment, après nutrition, les insectes laissent des déchets d'ARE, mais qui sont parfois utilisables directement comme compost, ou après des traitements très légers. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à utiliser que les déchets qu'on obtient dans les fermes bovines ou porcines. Alors, excusez-moi, juste, je regarde où j'en suis. Donc, à la suite de ces incitations financières, des dizaines de milliers de fermes familiales se sont montées dans les pays du sud-est asiatique pour produire de plus en plus d'insectes. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce sont de nouvelles productions. Il faut inventer complètement cet élevage qui n'a aucune tradition.
Dans le cas des vaches, des moutons, etc., on a une tradition millénaire, plurimillénaire. Dans ce cas-là, il faut tout inventer. Et un certain nombre d'entreprises ont essayé de trouver des moyens d'augmenter peu à peu la production, parce que c'est très facile de produire des insectes. Alors, avec les boîtes à œufs, ils apprécient beaucoup. On leur donne une nourriture qui leur convient à peu près. Ça marche très facilement. Mais ça a un coût totalement démesuré. Si on veut faire ça de façon industrielle, pour que le coût de l'insecte soit raisonnable, il faut trouver de nouvelles souches d'insectes qui grandissent plus vite, donc faire de la sélection, comme on l'a fait pour les vaches à partir des aurochs, pour les porcs à partir des sangliers, etc. Donc complètement inventer et produire de nouveaux insectes domestiques, domestiquer les insectes. Par exemple, alors on a des insectes comme celui-ci, la mouche soldat noire, qui est un insecte originaire d'Amérique du Sud, qui a été importé de façon involontaire un peu partout dans le monde, mais qui n'a pas posé les mêmes problèmes que beaucoup d'animaux invasifs. C'est un insecte qui, à l'état adulte, ne se nourrit pas, donc il ne se pose pas sur des matières qui risquent de polluer les aliments en se posant ensuite sur les aliments, comme le font les mouches. Il ne dégrade pas la nourriture, il se nourrit de fumier et transforme le fumier en compost. C'est intéressant. Un animal qui, j'oublie toujours les chiffres, mais celui-là est quand même intéressant, 1 kilo d'œufs de mouche soldat noire génère 10 tonnes de larves. Et des larves qui sont parfaitement comestibles. Et là, j'en arrive à un point qui vous intéressait particulièrement, parce que tous les insectes ne sont évidemment pas comestibles, mais quelques-uns le sont, et celui-là l'est, comme l'est aussi le célèbre ver de farine, la larve, puisque le ver de farine, on l'appelle ver, mais en réalité c'est une larve d'insecte, on peut reconnaître les 6 pattes de l'insecte. C'est un animal que l'on peut élever facilement et qui donne le ténébrion meunier, celui que l'on trouve dans tous les paquets de farine et de pâtes oubliés au fond des placards. On va trouver ces morceaux. Des morceaux de ces insectes, on va les trouver vivants aussi. Il y a d'ailleurs une tolérance dans l'industrie sur le nombre de déchets de ces insectes, parce que c'est impossible de s'en débarrasser dans l'industrie. Mais il se trouve qu'ils sont comestibles. Alors, bon, c'est un insecte qui grandit sous forme de larve, puis qui se transforme en nymphe, puis en insecte adulte. Et ce qui nous intéresse, c'est la larve au dernier stade. Et là, il y a un aspect extrêmement intéressant, c'est que cette larve grandit extrêmement rapidement. Pour vous donner une comparaison, un veau grandit il passe de 60 kg à 150 kg en 3 mois. Sa masse est multipliée par 2,5. Dans le même temps, la masse d'un ver de farine est multipliée 250 fois. Sa croissance est 100 fois plus rapide que celle d'un veau. Alors vous allez me dire, un veau, ça ne vaut pas un ver de farine, mais prenez 100 000 vers de farine et vous avez un veau. Donc d'un point de vue de la croissance, c'est extrêmement intéressant. Et il va convertir sa nourriture de façon bien plus efficace que ne convertit le veau avec l'herbe qu'on lui fournit, l'herbe ou le foin. Ces insectes sont aussi intéressants par d'autres aspects. Par exemple, leur éloignement zoologique de notre propre espèce fait que la transmission de maladies est très réduite par rapport à ce qu'on peut constater avec les mammifères que nous consommons ou les oiseaux que nous consommons. Et que la question du bien-être animal ne se pose pas du tout de la même façon pour des vaches et pour des vers de farine qui apprécient énormément d'être ensemble pour autant qu'on leur ait demandé. J'en arrive à ce qui vous intéresse peut-être plus. Qu'est-ce qu'il y a dans un ver de farine? Bon, il y a beaucoup d'eau. Les protéines représentent chez les insectes de l'ordre de 25 à 75% de la masse de poids sec. Les lipides entre 10 et 70%, c'est extrêmement variable. Vous imaginez bien qu'un
qu'une chenille qui va subir une métamorphose et se transformer en papillon est extrêmement grasse, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour effectuer sa métamorphose. Le papillon, lui, est beaucoup moins comestible que la chenille initiale. Il y a un certain nombre de glucides, je reviendrai dessus, et de sels minéraux. Les protéines sont des protéines animales parfaitement équivalentes aux protéines qu'on va trouver dans le poulet, dans les vaches, dans n'importe quel animal. Bon, alors j'ai quelques... Oui, j'ai quand même mis un tableau. Je me suis dit que je venais à un congrès très sérieux, et donc j'ai rajouté un tableau, ce que je ne fais pas d'habitude, qui indique juste un truc, c'est qu'il y a des acides aminés, limitants chez les insectes, méthionine et je ne sais plus laquelle, mais c'est toujours pareil, hein, c'est cystine, méthionine et cystine, et parfois tryptophane. Mais ce sont des protéines parfaitement digestes pour les animaux et pour nous. Les 3 minutes. D'accord. Les lipides sont assez variables, mais les producteurs d'insectes considèrent que les acides gras insaturés, oméga 3, oméga 6 sont dominants, et mettent ça en avant, bien entendu. Les glucides, l'essentiel, c'est de la chitine. C'est un polymère, le polymère le plus important dans le monde vivant après la cellulose. Peu digeste, on a des chitinases, mais on n'en a pas beaucoup, mais qui jouent le rôle de fibre dans nos intestins, à peu près comme la cellulose. Très riche en certaines vitamines, parfois B1, B2, B12, en fer, en zinc. Et à partir de ça, eh ben, on peut produire des farines d'insectes, des huiles d'insectes, de la chitine, qui est utilisée en cosmétique, en chirurgie aussi, et puis des engrais. Et alors, là, on entre dans les considérations techniques. Il y avait un problème jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à l'an dernier, dans certains cas, c'est que la production d'insectes n'était pas légale en France. Production pour la consommation humaine. C'était toléré, c'était légal dans certains pays, et l'Union européenne vient d'autoriser la production d'insectes pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine, en passant par la procédure Novel Food. Novel Food, c'est tous les aliments nouveaux, vous devez connaître ça, les nouveaux produits chimiques utilisés dans l'industrie alimentaire, ou les fruits jamais consommés en Europe et tout à coup consommés. Et donc aujourd'hui, des usines sont en train de se monter, des start-up ont monté des usines pilotes, puis des usines de production. On est passé de quelques centaines de kilos par an à plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an dans des unités de production qui sont en train de se monter. Les start-up qui se sont montées sur cette question sont... il y a une start-up l'an dernier qui a levé 370 millions d'euros pour pour construire son usine. On n'est plus du tout dans les petites sucettes que je vous montrais au début. On est vraiment dans la production industrielle de masse. Bon, il y a même des start-up qui sont en train de partir dans les directions de production de cellules, de pâtes, de cellules d'insectes pour ne pas élever les insectes eux-mêmes. Mais ça, pour l'instant, c'est un peu anecdotique. Voilà ce que les producteurs veulent produire. Pas nous faire manger des insectes pour remplacer les steaks ou les côtes de bœuf, mais de la farine d'insectes. De la farine d'insectes pour remplacer les farines protéinées actuelles, les farines de poissons. On pêche des dizaines de millions de tonnes de poissons par an pour produire de la farine qu'on va donner évidemment aux poissons, mais aussi aux poulets, aux porcs, jusqu'à un certain point, parce que sinon ça leur donne un certain goût désagréable. D'un point de vue écologique, c'est pas du tout une bonne chose. D'un point de vue économique, c'est très coûteux. L'idée, c'est de produire une farine qui va remplacer les farines protéinées actuelles, farine de poisson, farine de soja. Ça, c'est intéressant parce que ça permet aux gens de modifier leur point de vue sur les insectes.
L'insecte n'est plus un truc dégoûtant ou qu'on mange juste pour rire, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'aliment. Si c'est de l'ordre de l'aliment, on peut en manger, mais ce n'est pas le but enfin, en tout cas pas directement. Le but, c'est l'alimentation animale. Par exemple, j'ai vu l'an dernier, pour la première fois, des pubs pour des croquettes pour chiens et chats à base de farine d'insectes. Évidemment, les possesseurs de chats et de chiens veulent donner le meilleur pour leurs animaux et donc ne leur donneraient que ce qu'ils peuvent manger eux-mêmes la plupart du temps. Enfin, bon, moi pas toujours, mais et ben maintenant on peut donner des insectes. Peut-être qu'on passera aussi à l'insecte sous forme de farine, l'insecte masqué dans la nourriture, l'insecte invisible. L'insecte avec les pattes et les ailes, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Sinon, pour s'habituer à l'idée que c'est une source de protéines possible. Et ça, c'est en train d'arriver. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la question, enfin non, c'était il y a 5-6 ans pour écrire ce livre, c'était pas du tout évident. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de l'insecte comestible et ça devient quelque chose d'envisageable. Est-ce que nous pourrons nourrir la population mondiale entière avec des insectes? J'en suis pas du tout sûr. Mais ça pourra remplacer en partie les protéines que nous donnons aux animaux que nous élevons pour notre propre alimentation et peut-être aussi des protéines pour notre propre alimentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que ce sujet a intéressé beaucoup de monde. Ce qu'on appelle à présent donc l'entomophagie, consommation d'insectes, c'est, comme le disait Véronique, ma voisine, c'est vraiment purement culturel pour nous parce qu'elle a fait un malaise en voyant les diapos, alors que l'intégration dans notre alimentation sous la forme de farine, effectivement, va être absolument acceptée. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai retiré au dernier moment une photo d'araignée en me disant que oui, c'était peut-être une... Et j'avais justement... Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne supportent pas cette idée. Mais oui, c'est purement culturel dans nos contrées. Et j'avais contacté une société qui est leader, vous avez montré la diapo, c'est pour ça que je vais les citer, j'hésitais, Micronutris, qui est leader dans l'élevage d'insectes, initialement pour le domaine animal, mais depuis peu autorisé pour le domaine humain. Je leur avais demandé de venir, de faire un stand, et avec leurs insectes, et de nous les faire goûter. Et je ne sais pour quelle raison, ils ont refusé. Et j'avoue que ça m'a contrarié. Je ne sais pas du tout pourquoi, parce que je connais Micronutris, c'est ceux que vous voyez en haut. Ils ont commencé avec des insectes pour l'alimentation humaine, mais sous forme festive. Ce que je vous montrais au début, ces grillons pour l'apéritif, etc. Ils ont travaillé avec des chefs, un grand chef à Nice qui proposait des repas à base d'insectes, et ils sont passés sous un autre nom, je crois, AgroNutris, à la production de farine d'insectes pour l'alimentation humaine et animale, mais à grande échelle. Et ils sont très... ils sont leaders. Ils se présentent. C'est un des leaders. Il y a Insect aussi qui est très présent. Et d'habitude, ils apprécient beaucoup d'intervenir dans les salons. Je les ai souvent vus dans les salons. J'ai visité leur usine. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'ai juste un commentaire. En nutrition, on sait que la transformation des aliments ne pose pas de problème. C'est pas ça qui déclenche les maladies inflammatoires. Par contre, ce qui est démontré maintenant, c'est l'ultra-transformation des aliments. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose avec les insectes. C'est-à-dire que transformer en farine, c'est bon. C'est ce qu'on appelle les process de transformation naturelle qui sont culturels depuis des millénaires. Par contre, l'ultra-transformation, on va avoir les mêmes problèmes qu'avec les autres aliments. C'est juste un commentaire. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Oui, c'est un réel problème. Y a-t-il d'autres questions? Maintenant, je n'ai pas parlé bon, il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés, notamment la raison pour laquelle un certain nombre de gens sont réticents à la consommation massive d'insectes, parce qu'il y a effectivement quelques problèmes sanitaires avec les insectes. Par exemple, il y a des gens qui sont allergiques aux insectes, comme ils sont allergiques aux fruits de mer, probablement pour la même raison, c'est lié à la chitine, entre autres. Bon, il
Il y a des problèmes mécaniques, il y a des insectes qui sont très durs et qui peuvent être désagréables à consommer, problème qu'il n'y aurait pas avec la farine. Mais là, il faut voir les processus réels de transformation, les produits qui sont employés et la façon dont l'insecte est réellement transformé au cours du processus industriel. On est pratiquement dans les temps, ce qui est formidable. J'espère que les 3 orateurs de cette commission vous ont convaincu, chacun dans leur domaine, la chrononutrition, la micronutrition et les farines d'insectes pour l'avenir. Nous avons une pause à présent avant de nous réunir à nouveau pour la commission Mickey.